Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes, on va y arriver. Bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. Il a, je ris d'avance des fun facts, il a enchanté la jeunesse normande avec son groupe de punk. C'est notre directeur Jérôme Le Grippagès. Ah oui, mais connaissiez-vous le nom de mon groupe? Non, tu peux nous le dire, Jérôme? Parce que tout était dans le nom du groupe. On peut le dire à l'antenne. On peut le dire à l'antenne, ça a même laissé une empreinte indélébile dans certains territoires. C'était Michto les Coquelicots. Oui, ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'avoir. Au contraire, il aime les jeux solo, les jeux de rôle en ligne et il adore l'ASMR. C'est notre game designer Nicolas Abonneau. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et puis il a beaucoup ri en voyant les personnages bâillonnés dans ce décor. C'est notre chef graphiste Benoît Hélène. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va. Mais moi aussi j'ai une présentation à faire. Parce qu'il lui suffit d'entendre les premières notes d'un morceau de musique et aussitôt les épaules s'animent et elle ne peut pas s'empêcher de danser. Elle est ceinture noire de foxtrot et de bachata. Florine Le Marchand. Merci, j'aime bien. Elle est gentille. Donc vous l'aurez peut-être deviné, l'émission d'aujourd'hui porte sur le silence dans les jeux. Donc on vous a réservé pas mal de petites réflexions sur le sujet. Lucie Tamboise, qui est avec nous en régie, proposait comme défi de faire un No Noise October. Alors, il y a de l'idée, on va peut-être y penser, mais plutôt à 14h, puisqu'en attendant, on a pas mal de choses à vous raconter. À commencer par Jérôme, qui nous a encore réservé une chronique de sa fabrication. Vous n'y couperez pas non plus. Et donc oui, bonjour à toutes et tous, donc bienvenue dans cette nouvelle chronique de Ticket to Teach. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait sembler un peu paradoxal, surtout venant de moi, le silence dans les jeux. Et pour rendre l'expérience encore plus immersive, Florine a accepté un défi audacieux. Elle ne dira rien pendant tout cet épisode. Non, pendant toute ma chronique. Merci. Oui. Vous avez bien entendu, aucun son ne va sortir de ses lèvres. Autant vous dire que c'est un véritable exploit. Non, je la charrie parce qu'en fait, c'est pour moi que ça serait un véritable défi, car je suis extrêmement bavard. Et le silence pourrait sembler incompatible avec ma manière d'être. Pourtant, dans certains moments, surtout en jouant à des jeux de stratégie, je trouve une forme de silence intérieur indispensable pour me concentrer. Ce silence me permet de me retirer du bruit et des distractions pour créer une bulle de réflexion. Vous savez, un petit peu comme le concept de Eightfold Fence dans la série Shogun, le personnage de Mariko dans l'épisode 4. Elle présente donc aux marins anglais ce principe qui nous permet de nous retirer du monde. Ce silence devient alors un refuge qui nous éloigne de l'espace et du temps présent. Mais avant d'aller plus loin, reconnaissons une vérité universelle. Le silence fait peur. En groupe, il peut devenir pesant, créant une gêne palpable. Il perturbe l'interaction sociale et habituellement, nous cherchons constamment à remplir les vides. Même seul, je regarde tout le monde, même seul, le silence peut nous amener à nous confronter à notre propre solitude, à nos propres pensées, parfois à nos problèmes existentiels. C'est pourquoi d'ailleurs j'observe souvent des gens qui ne supportent pas ou qui ne supportent plus d'être en silence avec eux-mêmes. Ils se précipitent sur leur téléphone, leurs écouteurs, tout en tout cas ce qui pourrait les protéger de ce moment de confrontation intérieure. Dans le cadre des jeux, le silence prend une autre dimension. Prenons l'exemple de The Mind. On en reparlera certainement tout à l'heure. The Mind où les joueurs doivent coordonner leurs actions sans parler. Ici, le silence devient une forme de communication invisible où chaque geste, chaque regard prend une signification. C'est un silence plein de tension, plein de sens. Dans un autre jeu, Magic Maze, le silence s'impose comme une contrainte qui force les joueurs à s'observer et à anticiper. Ce silence devient un outil puissant pour la coopération. Comme je ne peux pas m'empêcher de citer quelques philosophes, vous n'y couperez pas non plus à cette émission, et Heidegger soulignait dans Être et Temps que le silence n'est pas une simple absence de bruit, mais une présence attentive, un moyen de se concentrer sur l'essentiel et de s'ouvrir à ce qui se passe autour de nous. Dans ces jeux, chaque silence est ainsi habité de réflexion et de stratégies partagées. Le silence nous permet aussi d'explorer les limites du langage. Comme l'a souligné Wittgenstein dans son
traité logico-philosophique, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Ça, il faudrait qu'on se l'écrive tous. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Dans le jeu où la parole est interdite, ou limitée, ou contrainte, ce que nous ne pouvons exprimer par des mots doit se traduire autrement, par un geste, un regard, un mouvement, une combinaison de cartes, un agencement de pièces. Le silence devient alors un espace de communication ineffable où l'on communique autrement que par le verbe. Vladimir Jankélévitch, c'est pareil, ça deviendra un peu... c'est un philosophe, il peut le venir dans chacune de mes chroniques, je le réinviterai. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le je ne sais quoi et le presque rien ». C'est vrai. Donc, dans le je ne sais quoi et le presque rien, il parle du silence comme un espace où le mystère et l'intuition peuvent s'épanouir. Dans des jeux comme Anabi, où les joueurs ne peuvent pas se parler, chaque geste devient une clé pour comprendre ce que l'autre tente de faire deviner. C'est un silence qui invite à écouter différemment, donc à saisir l'indicible. Et puis, il y a aussi le silence comme espace de recueillement. Celui que Simone Weil évoque dans l'enracinement. Dans des jeux de stratégie comme les échecs, et plus encore dans des jeux à thème comme Alice is Missing, ce silence est nécessaire pour organiser nos pensées, pour créer une stratégie claire, mais aussi pour s'immerger dans une ambiance, dans une atmosphère. Dans un contexte pédagogique, le silence peut être un formidable outil de communication et surtout d'écoute. La communication, on reçoit, mais on écoute. Enfin, on reçoit en écoutant. Célestin Freinet, pédagogue novateur s'il en est, voyait le silence non pas comme une punition, mais comme un moment créatif, un temps pour les élèves de se recentrer et d'entrer dans un processus de réflexion active. Dans un jeu, cela se traduit par des moments de réflexion silencieuse où chaque joueur se prépare à agir de manière réfléchie. D'ailleurs, souvent, les joueurs qui parlent tout le temps arrivent leur tour et finalement, ils sont surpris parce qu'ils n'ont pas pensé leur stratégie. Ils disent « Alors, en fait, oui, c'est à moi de jouer. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire ?» Alors que le joueur, j'ai envie de dire un peu plus utile et coopératif, eh bien, il prépare. Je fais passer des messages à certains et certains de nos auditeurs. Triste. Mais au-delà de la stratégie, le silence dans les jeux nous pousse à faire face à notre propre gêne. Et ce n'est pas seulement une pause dans la communication, c'est un miroir de nos propres inconforts. Il nous force à être seuls avec nous-mêmes, à réfléchir et parfois à faire face à nos propres insécurités. En ce sens, jouer en silence devient un exercice d'écoute introspective où l'on se confronte à ce que l'on préfère souvent éviter. En conclusion, le silence dans les jeux est loin d'être une absence. Il est rempli de sens, c'est un espace de réflexion, de concentration, de communication non verbale. Il nous oblige à écouter autrement, à être plus attentifs, à observer ce que les mots ne peuvent pas toujours dire, que ce soit dans tous ces jeux, The Mind, Alice is Missing, Space Alert, où voilà, on va tous on va voir un certain nombre. Eh bien, dans ces contextes-là, chaque silence devient une opportunité d'être présent, de comprendre et d'agir avec plus de clarté. Et j'ai envie de dire d'utiliser sa liberté d'expression à des fins d'efficacité. Merci Florine, vous avez été exemplaire dans votre écoute. Je peux reparler ? Et je vous autorise à reparler. Je t'autorise parce qu'on se vous voit. On ne sait plus. Merci Jérôme pour cette belle ode au silence. Donc tu as commencé à évoquer effectivement quelques-uns des jeux dans lesquels on a cru identifier une mécanique de silence. Je me tourne vers toi Nicolas, un peu notre expert S-mécanique. Est-ce que déjà vraiment on peut définir le silence comme étant vraiment une mécanique de jeu à part entière ? Et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je dirais pas que c'est une mécanique de jeu. C'est plutôt une posture de jeu. C'est plutôt quelque chose qui va servir aux mécaniques de jeu, mais c'est pas une mécanique de jeu. Pour moi, de se taire, c'est pas une mécanique de jeu. Une mécanique de jeu, ça va induire que tu vas manipuler des choses, que tu vas faire des trucs. Alors, silence, alors, c'est un truc que tu fais pas, du coup, tu parles pas, mais... Et j'aime bien quand elles sont... quand le silence sert le jeu, vraiment. Ça a un intérêt... Mais pour moi, c'est pas une mécanique de jeu. Après, il y a peut-être des grands débats en France ou dans le monde. Oui, il y en a même un qui est au bout de la table qui secoue la tête depuis tout à l'heure. Oui, on avait un tout petit peu commencé à en parler en coulisses. On n'était pas forcément d'accord. Tu veux peut-être réagir dès maintenant, Jérôme ? Je pense qu'il y a des jeux. Alors, derrière, on a Space Alert de Vlad Vatil, le génie tchèque du game design de jeux de société, jeux de plateau.
Et là, dans Space Alert, c'est un jeu coopératif où globalement, il faut qu'on s'arrange parce qu'on est dans un vaisseau et rien ne va. Et donc, on passe notre temps à se coordonner et on se coordonne. Voilà. Au début, on peut communiquer. Mais si dans les scénarios, il arrive que les communications soient rompues, si on n'est pas dans la même pièce, on ne peut pas se parler. Et même on peut, voilà. Donc et là, c'est vraiment, pour moi, c'est une vraie mécanique de jeu parce que ça modifie la façon dont on va vivre notre expérience. Là, ici, on nous enlève c'est une contrainte dans notre façon de pouvoir coopérer. Il y a plein de jeux, d'ailleurs. Je ne sais pas là où il est parti. Et je suis en train de chercher son nom. SkyTeam, voilà. SkyTeam, il est qui est derrière. On joue un duo, pilote-copilote. Alors pour des raisons qu'on n'a pas bien compris dans l'explication des règles, mais c'est comme ça qu'il se joue. Ils se sont disputés. On se dispute, Ouais. mais on se parle plus. Voilà, donc on est à côté, mais on se parle pas. Et c'est dommage parce que quand même dans ce jeu-là, c'est un peu exigeant. On peut vite atterrir trop loin, pas atterrir du tout. Voilà. Mourir. Donc ça vaudrait le coup quand même que le pilote et le copilote arrêtent de bouder. Ouais. Mais ça, c'est une mécanique centrale du jeu. Et on doit. Enfin, on peut communiquer, mais on peut pas communiquer à certains moments du jeu. Voilà. C'est tout. Dans SkyTeam. Mais c'est pour ça que moi je pense que c'est une mécanique de jeu et on peut, au même titre de dire qu'à un moment on pioche une carte où on communique une information, ici d'avoir un moment où on se tait, où on écoute, où ça renvoie à une attitude qu'on peut normer, qu'on peut qualifier et qu'on peut imposer sur une durée. Dans The Mind, le jeu repose quasiment que sur le silence, sur le fait d'arriver à se caler sur un même rythme avec ses partenaires. Ah, j'ai pas joué à The Mind, moi. C'est notre jeu préféré. J'y ai peu joué aussi. Benoît, peut-être tu y as joué Moi, j'y ai joué 2 fois. Une fois avec vous, une fois dans un autre contexte. T'as préféré qu'on n'était pas là, je suis sûr. C'est 2 expériences totalement différentes. Et il y a effectivement des personnes qui ont été assez peu réceptives, on va dire, au jeu, d'un côté. Et de l'autre côté, plutôt une sorte de challenge à trouver. Et voilà, ça a été 2 expériences différentes. Peut-être réexpliquer le concept. Donc, du The jeu. Mind, de mémoire, on a des chiffres de 1 à 100 qui sont écrits sur des cartes. Les cartes sont distribuées entre les joueurs. Et il faut pouvoir faire une suite de nombres, donc placer les nombres dans l'ordre, carte après carte. Et si on échoue, c'est là où en fait il y a un twist où on n'est pas allé au bout du truc. Et si on échoue, il y a des cartes qui sont déjà passées qui ne repasseront plus. Et donc on commence à se dire, ok, un peu, bon là je sais que je peux mettre une carte peut-être qui est à moins de 20, je serai le premier à la mettre. Et pour y arriver à faire pour y arriver, surtout, il ne faut rien dire. Voilà. Et il n'y a pas aucune communication, aucun geste, rien. Rien n'est autorisé, c'est juste je pose ma carte. Et j'assume ma carte. Et si je ne me trompe pas, ça oblige à se caler sur la respiration des autres, à adopter un rythme qui fait qu'on pose. Dans la règle, il parle de ça. Moi, je suis assez hermétique à ça, personnellement. C'est-à-dire essayer de trouver l'espèce de connexion qu'il peut y avoir entre les joueurs et l'espèce de magie qui va permettre à poser des cartes dans l'ordre. Je ne sais pas trop. Il faudrait qu'on y rejoue, il faudrait qu'on voit. Mais en tous les cas, c'est une mécanique très forte, enfin une mécanique. Le silence est prégnant dans ce jeu. Oui, j'ai l'impression que c'est au centre, pour le coup. Comme, alors, peut-être, sujet à débat également, nous, on a testé avec vous, Jérôme et Benoît, Alice is Missing, qu'on a beaucoup apprécié tous les 3, je crois. Et qui, pour le coup, donne une grande part au silence, puisque c'est une enquête narrative qui est en plus rejouable, où on n'a pas le droit de parler. Tout se passe sur une messagerie instantanée entre les joueurs, qui incarnent des personnages de l'univers, de l'entourage d'Alice. Et personnellement, j'étais sceptique en me disant, est-ce qu'une enquête que sur un téléphone, ça va être frustrant ? Et c'était vraiment une belle expérience. Et c'était très drôle. Tout à fait. Et contrairement à The Mind ou même à SkyTeam, où ce sont des parties très courtes, là, on parle d'un jeu d'1h30. Donc, on a été vraiment 1h30 sans se parler, à construire une histoire sur messagerie. Je préviens les gens qui voudraient l'utiliser dans un coin. En fait, le jeu dure 1h30, mais il faut compter avant peut-être une bonne vingtaine de minutes de prise en main, d'explication de ce qu'on peut faire. Et puis derrière, de nouveau, je pense qu'il faut avoir un temps
d'au moins un quart d'heure, 20 minutes. Ce qui fait que c'est plutôt une expérience de jeu de 2 heures et demie, je dirais que. Et toi, Enfin, c'est Nicolas, juste pardon. À première vue, tu étais un peu réfractaire à l'idée, en tout cas ça te tentait pas, et Non. voire tu pensais que Ça c'est me pas tente forcément pas une plus. mécanique intéressante. Ah non, Mais- enfin, moi, globalement, j'aime pas trop les mécaniques de silence. Même les dérivés de faut pas dire telles informations. Donc, je pense pas que j'aurais aimé. Enfin, de vous voir jouer de l'extérieur, ça m'a pas donné envie du tout. En plus, la musique était agaçante. Vous aviez une musique. Parce qu'il y avait- Oui, donc faut c'est aller- pas faut se mettre sur une complètement vidéo silencieux, YouTube, il y a la je crois, boucle, pour avoir oui. le compte à C'est ça. rebours là, et il y avait une musique. Non, moi, j'aime bien parler quand je joue. J'aime bien jouer et parler, en fait. Et même la façon dont je consomme les jeux, parce que moi, quand je joue, en dehors d'un cadre pédagogique, je joue avec des copains que je vois pas souvent. Donc, quand je joue avec eux, on discute tout le temps, en fait. On discute de la semaine, de ce qu'on a fait, etc. Donc, même ça, je vois, c'est même pas possible, quoi. Je peux pas concevoir de pas parler pendant un jeu, quoi. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que on est dans une communication. Malgré tout, parce qu'on s'échange des messages, on rigole bien. Moi, j'ai relu notre fil de discussion une fois, c'était quand Moi même aussi. assez amusant. Comme dans Il y un a jeu un de ours dans l'histoire. Il y avait un ours, ouais, il y a toujours des ours dans mes histoires. Et en fait, ça ne nous empêche pas en fait, d'avoir tout l'informel, quelque part, qu'on a dans un vrai jeu. Oui, mais c'est du jeu, du coup. Et Non, moi, ce que on je- avait de l'informel aussi, finalement, qui pouvait rajouter une surcouche de discours un peu méta qui peut être présent. Alors, effectivement, personne n'envoie un texto en disant bon, alors, et ta femme, ça va Oui, voilà, le c'est ça. 7e mois de grossesse. Mais si j'étais dans un jeu très. Enfin, ça dépend quel jeu. Si je fais un mur d'Adrien, qui est un jeu quand même assez mécanique, même si je dois réfléchir en silence. Ça me dérangerait pas que quelqu'un me parle des contractions de sa femme. Enfin, si, ça me dérange toujours ça. Mais On n'est jamais silencieux dans le mur d'Adrien. non, mais voilà, mais on pourrait ne pas parler. On a quasiment Oui. aucune communication avec les autres. Oui, mais c'est pas une. C'est pas une mécanique de jeu. Pour toi, voilà. c'est une mécanique jeu. Du coup, Non, ce serait pas une mais je veux dire, mécanique on jeu. peut avoir une discussion sociale dans ce Mhm. type de jeu. Ça gêne pas du tout l'expérience de jeu. Oui. Dans un jeu de rôle, moi j'avoue qu'en tant que maître de jeu, Ah ça oui, mais ça a rien à m'agacerait voir. que Évidemment. ah bah, ici, c'est une expérience immersive, narrative, coopérative, comme dans un jeu de rôle. Bon, d'ailleurs, c'est pas très loin d'être un jeu de rôle. Ah oui, c'est complètement. un jeu de rôle, d'ailleurs. Ah, mais je conteste pas. Je dis juste que c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est tout. Non, mais par contre, c'est intéressant que tu mettes l'accent sur la communication, parce qu'on en parlait encore avec Lucie Tasse de thé unicorn. tout à l'heure. Où Lucie me disait, oui, souvent, un des principaux intérêts qu'on voit à un jeu en situation pédagogique, ça va être aussi, en premier lieu, l'interaction que ça peut susciter avec les autres. Ça peut être utile pour des étudiants qui ont de l'anxiété sociale. Et du coup, est-ce que le silence va avoir un autre intérêt, va apporter autre chose sur le plan pédagogique ? Oui, parce qu'en fait, ils nous ont pas attendus pour parler de manière générale. Et les activités pédagogiques qui structurent la prise de parole sont généralement des pistes pédagogiques intéressantes. Si on les laisse s'auto-organiser, on va retrouver les mêmes systèmes de domination, le terme est à prendre au sens peut-être même bourdieusien du terme, voilà, d'avoir mais on a ces effets-là qui se mettent en place. Et le bavard, l'extraverti, ou la bavarde ou l'extraverti, vont retrouver ces positions dominantes, ces positions qui peuvent aussi des fois avoir une influence sur des arbitrages de points de règle ou que sais-je, mais on va retrouver la même chose que ce qui se passe dans n'importe quelle autre activité sociale ou de travail non encadré. Quand on a des règles qui structurent ça, que ce soit en technique d'animation, technique d'animation ou dans un jeu, je trouve que c'est intéressant parce que ça recrée une forme de c'est pas un reset, c'est pas une mise. Bien sûr qu'on reste les personnes qu'on est pendant le jeu, mais ça permet éventuellement de faire taire des gens qu'on entend tout le temps, et ça permet éventuellement d'obliger à parler certaines personnes qu'on n'entend jamais. Donc à ce titre, le silence, il n'est pas inintéressant. Voilà. C'est typiquement le cas des jeux de roll and write comme le mur d'Adrien qui n'ont pas pour mécanique le silence, mais qui sont propices à des moments de silence. Parce qu'on pourrait y jouer absolument en silence. Voilà. Et quand j'ai fait des roll and write avec pour le tester, j'avais fait ça avec un amphi.
C'était sur cartographeur. Parce que je voulais pas que tout le monde passe son temps à faire de l'auto-narration. Ah bah je vais faire ça, puis ça, et puis toi t'as fait quoi? Ou de se moquer de ce que font les autres. Ah t'as dessiné tes gobelins, ils n'y ressemblent à rien quand tu les dessines. Enfin voilà, je sais pas ce qu'on peut faire quand on est à une table ici, mais quand on est avec un amphi, c'est que ça fait un brouhaha qui est insupportable pour tous au niveau de l'expérience. Et puis moi ce qui m'intéresse aussi quand je propose cette activité-là, c'est qu'ils se confrontent eux-mêmes à la difficulté. Imposer le silence, c'est aussi les mettre dans cette zone pas facile où ils vont devoir réfléchir. Si voilà, l'étudiante ou l'étudiante qui a des difficultés dans des jeux parfois, parce qu'on propose parfois des jeux qui sont à règles complexes, bah, parfois ils peuvent immédiatement dire bah, je comprends pas. Ou si on leur dit vous n'avez pas le droit de parler ou voilà, vous avez un nombre de fois où vous pouvez nous faire venir, ça leur impose des fois individuellement de se mettre dans l'exercice de réflexion, de compréhension et donc je pense que ça a des vertus. Donc ça permet de remettre sur un pied d'égalité les joueurs et ça autonomise les étudiants. Oui, dit comme ça, c'est plus rapide. Oui. C'est une synthèse. Attention à ce que tu fais. Ouais, Je peux me retaire. non mais oui. Benoît, est-ce qu'il y a un équivalent graphique du silence dans les jeux? Oui, je peux vous parler un peu de ça. La représentation graphique du silence, c'est le vide, c'est le blanc, c'est l'espace. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la poésie sonore, même avant ça, même au moment de Mallarmé, avec un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Qui permet de pouvoir jouer au sein d'un texte avec des morceaux de silence, du blanc. Ça constitue. On a une page qui maintenant fait partie même plus d'une double page et d'un tableau qui se construit d'éléments qui viennent renforcer du blanc et le texte qui vient renforcer d'autres textes. Enfin bon, voilà, c'est une expérience à part entière. Et suite à Mallarmé, on a Vladimir Mayakovsky, par exemple, qui a pu constituer ses poèmes comme ça, pareil, avec des espaces. Là, on est vraiment dans de la prose, on est vraiment dans une ouverture qui s'est faite également vers des textes qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Je pense à Jacques Roubaud, qui fait des choses très très bien, qui est un oulipien. Je pense à Aude à la ligne 29 des autobus parisiens aux éditions Attila, qui est très 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 bien. Et d'ailleurs là-dessus, moi j'ai un truc, parce que Jérôme, tu cites souvent des philosophes, j'ai décidé de citer des poètes. J'adore. Et Paul Claudel dit « Le poème n'est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste sur le papier. » Et c'est pas mal. J'aime beaucoup ce genre de choses. Je suis très heureuse qu'on cite de la Le poésie. challenge est accepté. Rendez-vous la semaine prochaine. Le gant est pas... Donc là, on est vraiment dans de la poésie. Il y a un parallèle qui est fait par rapport à ça, c'est également tout ce qui est partition graphique. Je pense à John Cage, je pense à John Zorn ou même à Brian Eno qui faisait ça aussi. Il y a plusieurs transcriptions possibles de la musique, mais donc du coup aussi du silence. Et c'est assez fascinant en fait de voir comment les musiciens peuvent se servir des outils graphiques pour pouvoir transcrire la musique et le silence. Paul Valéry Celui-là, je le sais souvent. parle aussi de présence d'absence en termes de silence. Et là, je vais faire, ça m'ouvre une porte un petit peu sur tout ce qui est plutôt lié au design graphique et aux affiches, à des artistes comme Saul Bass, qui est très connu pour ses affiches de films, et qui joue avec l'effet de forme et de contre-forme. On a, je fais un gros parallèle, mais un gros... Une digression, une digression totalement. Dans les logos, on a également de multiples exemples de forme et de contre-forme. Je pense au logo Carrefour, qui a été fait par Jacques Daniel, qui... Il ne faisait pas de whisky, lui. Il ne faisait pas de whisky, c'est son frère, qui cache un C, en fait, le C de Carrefour dans la forme. Et je pense au logo FedEx de Lyndon Leader, qui cache une flèche
entre le D et le E, me semble-t-il. Pour revenir à sol basse et pour aller un peu plus loin, on a des graphistes aujourd'hui comme Norma Barr, qui, par exemple, a collaboré à une campagne de pub pour BMW, me semble-t-il, Volkswagen, et où on le voit, il se sert énormément en fait de forme et contre-forme pour pouvoir avoir un espèce de double langage sur des affiches de films. Et pour en revenir au jeu, avec ces effets de forme et contre-forme, on a plusieurs exemples. Donc là, par exemple, j'ai Dany sous les yeux, où on a un petit peu ces multiples interprétations des dessins. Naturellement, je vais avoir que du texte. Les cartes dessins sont dans le fond. Mais voilà, on a des espèces de formes et contre-formes avec de multiples interprétations. Et surtout, on n'a aucune symbolique. Je pense qu'il faut que tu les poses pour qu'on fasse Je la les mise au point. Je les pose là. Hop, là, tac, là. On n'a aucune symbolique. On n'a aucun symbole qui vient expliciter plus le jeu que juste l'illustration, en fait. Et pour finir, justement, pour aller là-dessus, je vais vous montrer le plateau de barrage qui, sur une des faces, contient ce plateau avec des icônes de toute la symbolique du jeu, toute la sémiologie du jeu. Et si on l'ouvre de l'autre côté, hop là, il y a un plateau qu'on pourrait dire silencieux, sans visuel, là, c'est pas mal comme ça. Sans explication, sans langage visuel en surplus. Et qui est proposé aussi aux joueurs, c'est aux joueurs de choisir. Qui est proposé aux joueurs, ouais. Bon, on choisit vraiment si on veut. Tu fais pas ta première partie là-dessus. Non. Si on aime le silence, et Surtout barrage, c'est compliqué. Ouais. Silence y compris visuel. C'est très beau. Voilà en gros ce que je peux dire sur la représentation visuelle du silence. J'adore, c'est très beau de mettre en parallèle alors pas l'absence de bruit du coup, mais tu peux nous redire comment Heidegger définit le bruit de l'absence. Le bruit de l'absence. Non, je sais pas. C'est très beau. Mais tu as des fulgurances, Nicolas. C'est Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ça, en fait. Il y a cette idée. Il y a le silence de celui qui a des choses à cacher ou de celui qui est complètement. La personne complètement muette parce qu'elle n'a rien à dire et qu'elle se mue dans. Voilà, ce refuge qu'on a parfois quand on interroge de façon assez désastreuse un étudiant au hasard dans un amphi en disant vous répondez à ma question à laquelle j'ai mis 15 ans à formuler la question. Mais moi, la forme de silence que j'aime bien, c'est celle qu'on utilise quand on a tout compris en fait. Et ce silence-là, il est puissant, y compris dans un jeu. Et un jour, peut-être, une chronique parlera justement de la victoire, de la défaite et comment on peut construire des stratégies pour se mettre en situation de gagner souvent. Et il y a des moments où c'est important de jouer là-dessus, de donner du poids à ses décisions de la même façon que dans un discours. Donc dans les parties d'échecs, on ne parle pas normalement. Mais si vous regardez des vidéos de beaucoup de parties d'échecs de rue, en fait, on discute beaucoup. Et il y a des pauses que l'on peut se permettre de faire des fois. Et même des fois, dans une partie silencieuse, on peut utiliser une forme de silence qui est l'absence du coup. C'est-à-dire, je vais laisser passer un peu de temps et regarder mon adversaire. Et là... ils ne parlent pas parce qu'ils sont en tournoi, généralement. Ouais. Voilà, et s'ils disent un mot, ils vont se prendre un truc parce que l'autre derrière, il a parlé. Oui. Et puis, Tu fais très bien les joueurs d'échecs. C'est terrible si vous regardez des parties d'échecs professionnelles. Sur une partie, on va dire, cordiale et amicale, le silence est une arme assez intéressante à faire. Et même, je vous dis, même dans une partie silencieuse, on peut se mettre, signifier. Ouais, parce que tu peux même aux échecs professionnels, tu peux même te plaindre auprès de l'arbitre que tu as été déconcentré parce que ton adversaire a dit un mot. Quoi. Ouais. Donc, ça devient... Ou respirer, des fois, il y a des choses assez absurdes qui sont sorties, mais ça, c'est la FIE. Il y a des jeux où le silence est d'or et tu nous as pas dit tout à l'heure dans quel jeu tu pensais que le silence a accompagné efficacement une autre mécanique.
Si je l'ai cité, c'est j'ai oublié son nom. Mysterium. Parce que du coup, on communique autrement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et dans le jeu, en plus, tout le monde n'est pas silencieux. Il y a juste un personnage qui est silencieux. Et les autres joueurs, c'est l'inverse, quoi. Ils communiquent énormément. Ils ont besoin de beaucoup communiquer. Donc c'est c'est vraiment opposé. Et je trouve ça cool. On Et il y a a ces Rear Window cartes, aussi, dans le même genre. Ouais, ça, je n'ai pas joué, mais et il y a plein de cartes comme ça, parce que c'est des gens qui ont fait Dixit, donc ils ont des tonnes de cartes avec des dessins un peu abstraits. Il faut essayer de trouver les bons dessins pour faire passer le message. C'est cool. Et eux, par contre, ils discutent beaucoup. Parce que c'est des médiums qui enquêtent sur la mort d'un personnage qui est le joueur qui joue l'esprit. Et l'esprit, il doit leur envoyer des visions. Voilà. Ça, je trouve ça intéressant. Jérôme? Là, c'était. Parce que je vois l'heure qui tourne. Non, mais c'était plus un message à nos collègues enseignants, formateurs qui voudraient l'utiliser, enfin, qui utilisent le jeu de manière générale. Je pense que c'est important d'imaginer la façon dont le jeu va se dérouler, y compris dans sa dimension sonore ou non. Et c'est parfois aussi important de se dire que quand on lance ça, on va devoir gérer le curseur du son. Et donc, si on fait jouer plusieurs tables en même temps dans la même pièce, ça peut devenir l'enfer à gérer. Donc, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir sur ça. Et puis, de ne pas hésiter. Alors, j'en reviens toujours sur le silence qui fait sens. Nous, dans notre méthodologie, il y a une partie qui est réflexive. Donc, on essaye toujours d'avoir ces 4 phases où on fait vivre l'expérience de jeu. Et ensuite, il y a une partie d'observation réfléchie. Et c'est là où c'est important de cultiver cette capacité un peu à rentrer en soi-même pour se dire, voilà, qu'est-ce que je viens de vivre sans en parler avec les autres. Et ça, on peut même le faire en cours de partie. Quand on fait des formations, on commence, on prend un paquet de 15 Kinder qu'on s'avale, puis voilà. Et ensuite, on invite les gens autour de la table à prendre leur petit cahier et silencieusement à s'imposer. Et c'est pas du temps de perdu. Parfois, on cherche à remplir par du vide. Il y avait on n'a pas les droits. On voulait parler. J'aurais bien aimé qu'on joue la musique de La rue qui est à nous, le chanson Tu parles trop. On avait Dépêche Mode, et puis tu as cité Simon & Garfunkel. Et donc, il y a, dans le 3e couplet, il y a un petit passage que j'aime bien où on dit, voilà, quand on passe à côté des autres, on passe à côté de soi-même. Voilà. Et je pense qu'il y a un peu de ça. On parle, et puis quand est-ce qu'on capitalise sur ce qu'on vient de vivre? Ça, mais si on ne se parle pas, il n'y a pas d'échange. Et puis je dis pas qu'il y a un moment où, après on pourra parler. C'est de structurer. Moment où on parle pas, quoi. Structurer de temps en temps. Après, si c'est juste un silence, taisez-vous. Là, ça devient punitif. Ça me semble plutôt inutile. Et moi, si on me dit de me taire, certainement j'ai envie de parler. Si c'est juste pour me taire, Par contre, si on me dit, quand tu seras silence, pense à ces choses-là et tu pourras le réutiliser par la suite. C'est toute la dimension de la conscientisation de ces postures, de ces gestes. Et ça, c'est nécessaire dans un contexte professionnel. Dans un contexte purement social et amical, pourquoi pas, mais en ludopédagogie, à mon avis, ça a une valeur. Pour ne pas passer à côté des autres, je me tourne vers Benoît. Est-ce qu'avant de conclure, on a des questions et des remarques dans le chat? Aucune question, aucune remarque, un silence parfaitement total. Tu peux pas inventer une question? C'était pas une bonne réponse que vous dites. Non, on va donc maintenant se taire et aller trouver un jeu où on va pouvoir communiquer d'une façon ou d'une autre. Merci à tous les 3. Merci Arthur et Lucie en régie. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur la médiathèque pédagogique de l'Université de Caen et mardi prochain à 13h30 pour une nouvelle émission. Passez une bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine, Jingle. Et à bientôt.